J'aimerais vous remercier pour l'invitation très cordiale. Et ça me fait un grand honneur et plaisir d'être ici cet après-midi pour porter la parole et parler du bureau de l'Ombudsman et des choses qu'on a en commun. Tout d'abord, je vais aussi vous parler du projet de loi 8 qui va venir vraiment changer le travail de notre bureau et qui va vraiment affecter bien plus de gens chaque année et dans notre domaine de compétences. Tout d'abord, j'aimerais définir c'est quoi un ombudsman. Et puis, plusieurs d'entre vous, lorsque vous entendez le mot ombudsman, vous pensez peut-être que c'est quelque chose qu'on peut acheter à IKEA. En fait, c'est un mot suédois qui signifie représentant des citoyens. Et c'est ce que je fais en tant qu'ombudsman. Je représente les citoyens qui se sentent lésés par l'appareil gouvernemental, les décisions du gouvernement, les problèmes systémiques tels qu'on voit en ce moment, traduits par le chaos du système de facturation à Hydro One. En tant qu'ombudsman, mon seul but est d'amener le gouvernement à rendre des comptes et de me faire le champion des intérêts du public. Voici une définition plus évocatrice, plus haute en couleur, donnée par l'ancien juge en chef Brian Dixon de la Cour suprême du Canada. L'Ombudsman fait la lumière dans des coins sombres, même en dépit de ceux qui préféreraient tirer le rideau. Le rôle d'Ombudsman remonte à plus de 200 ans. Il a été inventé pour la toute première fois en Suède en 1809. Ici, en Ontario, notre bureau date de 1975. Nous fêterons en octobre notre 40e anniversaire et je suis en fonction depuis un petit peu plus que 10 ans, le 1er avril 2005. L'une des choses que j'aime surtout à ce sujet, c'est que même si le poste d'ombudsman date de 2 siècles, il n'a jamais été plus nécessaire et pertinent que de nos jours. Un petit peu au sujet de mon poste, quelques observations. Nous sommes le chien de garde de l'Ontario, un officier indépendant de l'Assemblée législative. On surveille au-delà de 500 ministères, sociétés, organismes, conseils, commissions, tribunaux administratifs du gouvernement de l'Ontario et on traite au-delà de 27 000 cas par année. Je jouis d'une loi qui est vraiment magnifique. C'est une loi qui est élégante et simple et confère les pouvoirs nécessaires au bureau. La loi prévoit que je peux enquêter tout ce qui me paraît contraire à la loi, déraisonnable, injuste, abusif, discriminatoire ou tout simplement erroné. Donc, c'est un mandat qui est très large. Ce mandat-là est appuyé par des pouvoirs législatifs, des pouvoirs d'enquête qui sont très puissants, qui prévoient que j'ai le droit de contraindre les témoins à témoigner sous serment. J'ai le droit d'exiger la production de documents du gouvernement. Je suis protégé contre l'accès à mes dossiers en vertu de la loi sur la liberté d'information et le bureau ne peut pas être tenu responsable au plan civil. Résister ou faire obstruction de l'ombudsman est une infraction. J'ai souvent rappelé ce point à mes enfants. Heureusement, j'ai jamais dû les envoyer en prison. Et je pense encore. Là, tous ces pouvoirs-là sont très importants et puis mènent à une collaboration très bonne de la part du gouvernement de l'Ontario. Ce sont des outils de collaboration. Ça inspire la collaboration. Ce sont des pouvoirs formels qu'on n'utilise que rarement, mais qui
sont essentiels au bon roulement du bureau. Malgré tous ces pouvoirs d'enquête dont jouit le bureau n'a qu'à la fin du compte un pouvoir de persuasion morale. Donc, je ne peux pas obliger le gouvernement à agir d'une certaine façon. Il n'y a pas de pouvoir exécutif dans le bureau de l'Ombudsman. Ce qui fait que il est très important de communiquer notre message de façon très claire. Notre bureau utilise un langage plutôt coloré dans ses rapports et dans mes conférences de presse. Comme je n'ai pas le droit de forcer le gouvernement à accepter mes recommandations, le meilleur moyen de m'assurer qu'il sera tenu responsable est de rendre mes rapports publics, d'avoir recours aux médias pour encourager le public à nous communiquer des renseignements lors de nos enquêtes. Essentiellement, je veux me faire comprendre. 27 000 plaintes en 2013-2014, qu'est-ce que ça veut bien dire? Certains me disent, écoutez, c'est signe que le gouvernement de l'Ontario ne fonctionne pas bien. Moi, je crois plutôt que l'augmentation des cas à notre bureau, puis quand je suis devenu ombudsman, c'était plutôt environ 10 000 cas par année. Donc, de passer de 10 000 à 27 000, c'est parce que le bureau est visible, il est vu comme étant proactif, crédible, et donc ça augmente le boulot. Il faut aussi se rappeler que le gouvernement provincial est omniprésent dans la vie des 13 millions d'Ontariens et les plaintes sont tout simplement inévitables. Quels sont le thème des plaintes? Tout d'abord, les tracasseries administratives, un processus décisionnel miné par la réglementite, ce qu'on définit comme étant le respect malsain des règles allant à l'encontre du bon sens. En anglais, on dit « rulitis ». Oui, c'est ça. Les difficultés qu'ont des gens à obtenir de comprendre certains renseignements, par exemple le renseignement au sujet le personnel de la santé et d'autres données similaires. Nous pouvons aider les gens à régler ces problèmes, à démêler les embrouilles, à déterminer si les décisions ont été bien prises et aider les gens à trouver ce qu'ils doivent savoir. Nous traitons de ces plaintes-là dans 3 différentes sections de notre bureau. Tout d'abord, il y a l'équipe de règlement préventif. Cette équipe s'occupe des plaintes individuelles qui peuvent être réglées rapidement. Comme, par exemple, si vous avez la difficulté à obtenir un certificat de naissance. L'équipe d'enquête, qui est la deuxième équipe, est chargée de plaintes un petit peu plus difficiles à régler. Par exemple, si on doit examiner comment une décision administrative particulière a été prise. Et puis, finalement, l'équipe d'intervention spéciale de l'Ombudsman, c'est une équipe qui effectue de grandes enquêtes très médiatisées sur des vastes questions systémiques qui ont des répercussions sur beaucoup de gens et puis qui vont aboutir dans un rapport qui va être déposé à l'Assemblée législative et publié sur notre site Web. L'enquête ou les enquêtes de l'unité d'intervention spéciale de l'Ombudsman, il y en a presque 30 depuis ma nomination en 2005. Et ces enquêtes-là ont touché la vie de presque tout le monde en Ontario. Que vous soyez parent, propriétaire résidentiel, victime d'actes criminels ou même si vous avez acheté un billet de loterie, une enquête de l'unité d'enquête spéciale de l'Ombudsman, l'EISO, vous concernait. Là, depuis que j'ai été nommé Ombudsman il y a un petit peu au-delà de 10 ans, j'avais le privilège d'ouvrir le premier bureau d'Ombudsman à Ottawa. Me voici en Afghanistan. Je n'étais pas soldat, mais je devais me vêtir comme un soldat lorsque j'allais en Afghanistan. Avant ça, j'étais procureur de la Couronne au Palais de justice, mais entre les deux postes, j'étais directeur de l'unité des enquêtes spéciales
en Ontario, une unité qui enquête la police lorsqu'il y a la mort ou des blessures graves, lorsque des policiers sont impliqués. Donc, ça fait presque 19 ans que j'occupe des postes de surveillance en Ontario et au fédéral. Et je me lève chaque matin en voulant en faire plus, et j'aimerais vous dire pourquoi. Aider les gens ordinaires à naviguer les mers houleuses de la bureaucratie, c'est ma passion. En fait, les gens ordinaires n'ont ni le temps, ni l'argent, ni les connaissances pour lutter contre le gouvernement, tandis que mon personnel et moi-même en disposons. Le rôle du gouvernement est d'aider les gens, pas de leur causer du tort. Parfois, les décideurs au gouvernement ne voient pas les retombées de leur politique sur les gens. Je suis là pour le leur rappeler et régler des problèmes quand je le peux. Soyons réalistes. Que vous soyez un simple particulier ou un puissant organisme, vous travaillez probablement mieux si vous savez que votre travail sera scruté par le public. Comme l'a dit le juge de la Cour suprême des États-Unis, Louis Brandeis, la lumière du soleil, c'est le meilleur désinfectant. Mais je veux souligner que toutes ces années passées à désinfecter les coins sombres n'ont pas fait de moi un cynique. C'est vrai, j'ai vu beaucoup de problèmes et de lacunes au gouvernement, mais je reste optimiste. Je sais que le gouvernement peut faire mieux. J'en ai vu des exemples. Tous ceux d'entre nous qui travaillent au gouvernement savent combien il est facile de tomber dans des routines rigides fondées sur des règlements et des pratiques administratives. Comme je vous l'ai mentionné, j'ai donné le nom de règlement TIT à ce virus qui est très contagieux. La réaction par défaut, dans tous les cas, c'est d'en s'en tenir au règlement, même si ça défie le bon sens. Mais si vous faites passer l'intérêt public et l'éthique en premier, votre réaction par défaut devrait être de vous demander quelle est la meilleure chose à faire. Face à un problème, je me dis constamment comment allons-nous le régler. Le modèle de l'Ombudsman et la loi sur l'Ombudsman en Ontario qui régit mon bureau ont une caractéristique formidable et c'est leur souplesse. Nous disposons de toutes sortes d'outils, un peu comme un couteau suisse. Nous ne sommes pas freinés par les processus rigides ou les coûts exorbitants des tribunaux. Nous évitons les écueils de la partisanerie des politiciens. Nous avons des outils d'enquête puissants et toute une gamme d'outils de persuasion allant d'encouragement prononcé avec diplomatie jusqu'à le recours de la force des porte-voix qui sont les médias d'information. Ceci permet non seulement d'éliminer le règlement TIT, mais donne un intérêt immense à notre travail. J'aimerais vous parler brièvement d'une de nos enquêtes sur un événement qui a lieu ici, même à Toronto. Il s'agit d'une des plus grandes violations des droits civils dans toute l'histoire contemporaine du Canada. Je suis sûr que vous vous souvenez du sommet de G20 en 2010 et de la controverse qui l'entourait. Les dirigeants des grandes puissances mondiales allaient se rassembler pour un sommet et on s'attendait à de vastes forces de sécurité. Par contre, on ne s'attendait pas à ce que la police de Toronto fasse des rafles et détienne des gens tout simplement parce qu'ils se trouvaient dans une zone juste à l'extérieur du lieu de la conférence des dirigeants. La police a utilisé ces actes sans précédent en s'appuyant sur un fondement juridique très mince. Il a invoqué un texte de loi datant de 1939, la loi sur la protection des ouvrages publics. Cette loi avait été promulguée pour protéger les bâtiments publics de l'invasion nazie durant la Seconde Guerre mondiale. La police a demandé de l'appliquer pour renforcer ses pouvoirs afin de protéger le périmètre de sécurité du sommet, et la province de l'Ontario a tranquillement acquiescé.
Sans en aviser le public, le gouvernement de l'Ontario a adopté une nouvelle loi autorisant la police à exercer ses pouvoirs. Des gens qui manifestaient dans le calme et qui se trouvaient tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, ont découvert avec stupéfaction que leurs droits habituels avaient été suspendus et que la Charte des droits semblait avoir disparu. Dans notre rapport, intitulé « Pris au piège de la loi », nous avons montré en détail comment le ministère avait permis un recours abusif à la loi d'une manière contestable sur le plan constitutionnel pour tenter d'aider la police à faire régner la sécurité lors du sommet. Nous avons aussi révélé comment le ministère avait délibérément suivi une stratégie de communication qui visait à garder secret le règlement émis par la loi sur la protection des ouvrages publics, si bien que les responsables municipaux, le personnel de sécurité de la GRC et bien sûr les manifestants concernés avaient été pris par surprise. Nos recommandations ont notamment préconisé que la loi soit abrogée et qu'un protocole soit instauré pour que des campagnes d'information publique aient lieu quand les pouvoirs policiers sont modifiés par le règlement, en particulier dans des cas de protestation. Nos recommandations ont tous été acceptées par le gouvernement, comme presque toutes nos recommandations d'enquête systémique l'ont été jusqu'à présent. Tout de suite après l'apparition de notre rapport, un porte-parole du service de police de Toronto et ensuite le chef de police lui-même s'est moqué en disant que seules 2 personnes avaient été vraiment arrêtées en vertu de cette loi et qu'il n'y avait pas eu de violation massive de liberté civile, comme je l'avais dit dans mon rapport. Pourtant, plus de 1000 personnes ont été détenues et fouillées lors du G20 et des centaines de gens ont vraiment été mis en prison et détenus temporairement. Vous vous souvenez de Toronto-Nomo? Il y avait 900 personnes dans 85 cages dans un lieu de détention provisoire au centre de Toronto. Quand nous avons publié notre rapport, les gens ne comprenaient pas bien que c'était la détention et ne savaient pas bien que les fouilles connexes à la détention, sans motif de croire une infraction, soit une privation des libertés civiles. Et donc, peu après la publication du rapport, j'ai fait paraître un addenda à notre rapport qui clarifiait que la détention illégale était aussi dangereuse et illégale et contre la Charte des droits et libertés qu'une arrestation. Eh bien, le mois dernier, dans une décision rendue le 30 mars 2015, la Cour d'appel a jugé qu'un groupe de manifestants du G20 avait vu leurs droits violés en vertu de la Charte quand des policiers leur avaient interdit d'approcher une barrière de sécurité s'ils n'acceptaient pas de se faire fouiller. L'un des policiers a en effet dit aux manifestants « On n'est pas au Canada ici actuellement, il n'y a pas de droits civils ici dans ce secteur. » Le manifestant n'a pas demandé d'être indemnisé en argent par les tribunaux. Il a tout simplement demandé une déclaration que les policiers qui l'avaient détenu avaient porté atteinte à ses droits. Dans son jugement, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré qu'elle produirait une déclaration à l'effet que les défendeurs avaient violé les droits de se déplacer sans entrave, conformément à la Common Law et la Charte. Ça a pris 5 ans, mais on a vu que la Cour d'appel a appuyé la conclusion de notre rapport. Bon, on va parler brièvement aussi du secteur moche. Ça fait depuis 40 ans, depuis le premier ombudsman en Ontario, que le bureau continue de demander l'accès aux municipalités, aux universités, les conseils scolaires, les hôpitaux, la police, les établissements de soins de longue durée, les sociétés d'aide à l'enfance,
Donc, en anglais, on dit le secteur MUSH. Finalement, en décembre, le projet de loi 8 est passé et est devenu loi, même si le projet de loi 8 n'a pas été proclamé en vigueur, mais la loi a été passée. Nous considérons que le projet de loi 8, c'est des bonnes nouvelles. Notre bureau a fait campagne pour sensibiliser le gouvernement qu'il est nécessaire d'accroître la surveillance du bureau. Et puis la réponse a été le projet de loi 8 qui double notre champ de compétences pour inclure les municipalités, les universités, les conseils scolaires. L'Ombudsman des patients relève de notre bureau, pas les sociétés d'aide à l'enfance, et les questions municipales sont en tête de liste. Il y a beaucoup de problèmes dans nos municipalités. On a reçu 9000 plaintes au sujet des municipalités depuis 2005, même si ceux qui se plaignaient savaient bien qu'on n'avait pas compétence. Donc, on s'attend d'être bien occupés dans notre surveillance des municipalités. Fait important aussi, c'est que depuis 2008, la province a autorisé par modification à la loi sur les municipalités, a autorisé les municipalités à renforcer elles-mêmes leur surveillance. Et puis, ils ont maintenant la capacité légale d'avoir leur propre ombudsman, vérificateur général, commissaire à l'intégrité ou registraire des lobbyistes. Mais comme vous pouvez voir d'après cette illustration, 92% des municipalités n'ont pas d'agent de responsabilisation. Il n'y a que 2 vérificateurs généraux en poste en Ontario, un à Toronto, parce que Toronto est obligé d'en avoir un, et un à Ottawa qui a choisi d'en avoir un, mais toutes les autres municipalités maintenant n'ont pas de vérificateurs généraux. Même si une fois que la loi a passé en 2008, plusieurs municipalités ont nommé leur propre vérificateur général, mais dès le premier rapport négatif, pouf, le bureau a disparu. C'est ça la responsabilisation des municipalités en Ontario. Pensez-y, les municipalités bénéficient de 3,8 milliards de dollars de fonds provinciaux. Et donc, il est temps d'avoir un bureau qui va les tenir responsables, et ça va être le bureau de l'Ombudsman de l'Ontario. Les municipalités n'ont pas n'ont pas répondu aux défis que leur lançait la province et n'ont pas utilisé les outils en 2008. Et c'est pour cette raison que le projet de loi 8 a passé. Même à Toronto, l'Ombudsman de Toronto, vous l'avez vu récemment, elle a déposé quelques rapports sévères et puis le maire a mené la charge pour réduire son mandat de 5 à 2 ans, ce qui est illégal à mon avis parce que la loi prévoit un ombudsman à un terme de 5 ans. On ne peut pas tout simplement nommer un ombudsman pour 2 ans lorsque la loi prévoit 5 ans. Ensuite, quand le bureau a menacé de réduire encore plus son bureau, l'ombudsman a démissionné, craignant que le débat sur la durée de son mandat ne fasse tort au bureau. C'était il y a 1 mois à peine. Et maintenant, à Toronto, un autre conseiller a présenté une motion proposant de regrouper les chiens de garde et puis de réduire le nombre de bureaux qui surveillent les agissements de la Ville de Toronto, parce qu'évidemment, on n'a pas de problème à Toronto, hein? Ça marche au conseil de ville. J'espère que mes explications vous donnent une meilleure idée de ce que fait mon bureau, de la manière dont il aide le gouvernement à agir mieux. Bien que beaucoup de nos enquêtes soient complexes, je crois qu'elles se résument souvent à une simple question d'éthique. Il s'agit de se souvenir de la vraie signification des services publics. La bonne gouvernance, ce n'est pas sorcier. La question très simple que les fonctionnaires, les administrateurs et les politiciens devraient se poser est celle-ci. Cette décision sera-t-elle bonne pour le public ou sera-t-elle bonne uniquement pour moi? Je suis un utilisateur assez connu dans les médias sociaux.
Voici mes 2 chiens de garde à moi, 2 bergers allemands. J'en ai besoin au moins 2. Et puis, je tweete aussi en français sur mon Twitter, mais la majorité de mes suiveurs sont anglophones. Et puis, je suis ravi aujourd'hui d'annoncer que nous dévoilons un compte Twitter en français. Nous avons déjà 30 000 suiveurs sur notre compte anglophone où je tweete dans les 2 langues, mais ce nouveau compte sera complètement consacré à nos suiveurs francophones, cher François Boileau. Et ce sera un effort soutenu pour mobiliser un nombre encore plus grand d'entre vous. En conclusion, je crois que les chiens de garde de l'administration, et plus particulièrement les ombudsmen, ont un rôle important à jouer pour influencer les politiques et les orienter positivement. Le modèle de l'ombudsman, du moins tel qu'il est employé en Ontario, a évolué au point de devenir un moyen très efficace de résoudre des problèmes systémiques de mauvaise administration gouvernementale. Je vous encourage à nous suivre sur Twitter, à consulter notre site web. Vous pouvez télécharger un logiciel sur votre iPhone. Et puis, je vous encourage à rester en contact. Merci de votre attention. On avait de très belles discussions animées ici à la table durant le lunch. Je crois qu'il y a plusieurs pouvoirs dans la société économique, législatif, juridique, mais M. Marin, je crois, est gardien du pouvoir administratif et de toutes les conséquences et ce qu'on appelle, nous, en économie, les externalités qui sont produites par les pouvoirs administratifs. Alors, merci de nous garder en bonne sécurité. Avant qu'on passe aux questions, j'ai 3 questions. Il y en avait plusieurs. Je vais essayer de faire un tri. Alors, j'ai 3 questions pour vous. Comment allez-vous gérer les demandes? Comment allez-vous gérer l'entrée en vigueur du Bill 8 ou de loi 8? Ce qu'on a demandé au gouvernement de faire, c'est de proclamer le projet de loi 8 en différentes étapes, 3 différentes étapes. Par exemple, 1er janvier 2016, les municipalités. Ensuite, le mois de septembre 2016, les écoles. Ensuite, un peu plus tard, les universités, ou vice-versa. L'ordre, ça ne dépend pas vraiment de grand-chose, l'ordre, mais ça nous permettrait, nous, de pouvoir concentrer sur un nouveau secteur à la fois. Les attentes sont très élevées, donc il faut bien gérer la mise en vigueur de la loi. Et puis, si on prévoit une espèce de décalage dans 3 différents instants, donc ça va nous permettre de vraiment répondre à ces attentes-là et de se préparer au niveau budgétaire. Quant à l'entrée des nouvelles plaintes, nous, on traite de 27 000 plaintes par année, donc si on en a un autre 5-6 des universités, ça ne va pas faire un grand changement. Là où ça peut vraiment faire un défi assez énorme, c'est les municipalités. On a des 1000 plaintes par année concernant les municipalités. Et donc ça me préoccupe le plus des 3 secteurs. On sait qu'au Québec, il y a eu tout un émoi politique et social au niveau de la commission Charbonneau, mais pensez-vous que les nouveaux pouvoirs qui sont conférés, est-ce que vous pensez que les nouveaux pouvoirs envers les municipalités pourraient être le début d'une ère Charbonneau en Ontario? Quoi? L'ère Charbonneau, les enquêtes sur la corruption. Oui. Ça va être intéressant de voir les plaintes qu'on va recevoir au niveau des municipalités. Vraiment, moi, une de mes priorités, ça va être de regarder les bureaux qui ont de la surveillance, les villes qui ont de la surveillance, comme par exemple, il y en a un petit peu à Ottawa, à Toronto, c'est obligatoire en vertu de la loi, mais il y a 29
des 444 municipalités en Ontario, juste 29, qui ont des commissaires à l'éthique ou à l'intégrité. Et puis ces bureaux-là, on reçoit beaucoup de plaintes qui sont mal menées, que les personnes qui occupent les postes, ben c'est le chum du maire, ou c'est un ancien conseiller qui est chum avec tous les autres conseillers. Donc moi, une de mes priorités, ça va être de s'assurer, renforcer le rôle de la responsabilisation à l'échelle municipale dans chaque municipalité. Parce que le plus compétent que c'est, le plus efficace que c'est, le moins que notre bureau, on devra être impliqué. Notre bureau, quand même, le bureau de l'Ombudsman, c'est toujours un bureau du dernier recours. Donc, les choses devraient être réglées localement, mais si ceux qui occupent ces postes-là ne sont pas compétents pour les occuper, ça n'aide pas à régler les cas, mais ça aide à renforcer le cynisme à l'esprit des gens. À savoir si on va tomber dans toutes sortes de cas de corruption semblables à ceux qui ont été dévoilés dans la commission Charbonneau, ça, il va falloir voir. Nos deux dernières questions. La première, est-ce que vos recommandations sur le G20 vont-elles être appliquées pour les mesures des Jeux de panaméricains? Oui, excellente question. La loi de 1939, dont j'ai mentionné pendant ma présentation, cette loi-là a été abrogée et remplacée par une autre loi qui permet la sécurité dans la sécurité dans les palais de justice, par exemple. Donc, c'est une nouvelle loi qui est beaucoup plus cernée, beaucoup plus ciblée et, à mon avis, constitutionnelle, mais qui ne va pas pouvoir être utilisée dans d'autres cas semblables au G20. Dans le cas de la planification des Jeux Pan-Am, notre bureau a été consulté et nos conclusions du G20 sont vraiment sont venus en ligne de compte dans les préparations pour les Jeux Pan-Am et on continue à être consulté par le gouvernement et on espère que on va voir des résultats un petit peu plus respectueux des droits de la personne. Alors, vite, la dernière question. Quelle est l'obligation de nos élus, les députés, à répliquer à des requêtes écrites de ces citoyens? Oui. Est-ce que vous travaillez avec les députés? Donc oui, nous travaillons assez étroitement avec les députés de toutes les partis. Lorsqu'un député provincial porte à mon attention un problème d'un de ses commettants, je m'assure de voir la plainte immédiatement et de m'assurer qu'elle est bien réglée. Parce que si un député veut mon aide avec un de ses dossiers, ça démontre que le problème est au-delà du bureau de ce député-là. Et puis, étant donné que je suis un officier de l'Assemblée législative, je donne priorité aux cas qui viennent à mon attention par le biais d'un bureau d'un député. En Angleterre, petit fait intéressant, l'Ombudsman national ne peut pas prendre de plaintes directement du public. Toutes les plaintes doivent être cheminées par le bureau des députés. Donc, en Ontario, ce n'est pas le cas, sauf que lorsque j'ai une plainte acheminée par le bureau d'un député, je lui donne une plus haute priorité.